Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Do It. Dans cette vidéo, nous allons parler de chiffrement, d'algorithmes de chiffrement très simples et leur implémentation en Lua pour voir comment ça peut être fait et ensuite voir comment ils peuvent être optimisés avec Lua Just in Time. Voilà, et on va comparer ça avec du C++ aussi pour voir les différences de performance. Donc déjà, avant de commencer, faut expliquer vite fait ce qu'est l'entrée standard et la sortie standard. Alors l'entrée standard et la sortie standard, en gros, ce sont des descripteurs de fichiers. Enfin bon, en gros, ce sont un moyen de lire et d'écrire comme si on écrivait et lisait dans des fichiers. Sauf que c'est l'entrée standard et la sortie standard, et c'est ce qui permet au programme de communiquer entre eux de manière assez standard, sous des systèmes Unix-like en tout cas, et potentiellement sur Windows, etc., etc. Bref, ls par exemple est l'un de ces programmes, enfin c'est un programme quoi, qui va lister les fichiers du répertoire, les dossiers, etc., et écrire chacun de ces fichiers sur la sortie standard. Et donc on peut utiliser un pipe, donc ça je crois que je l'avais déjà montré, pour rediriger cette sortie standard vers l'entrée standard d'un autre programme, par exemple sort, qui va trier les fichiers, enfin va trier ce qu'il reçoit en entrée standard avec un séparateur. Là c'est un tri de chaîne de caractères. Et donc on peut faire d'autres trucs, on peut faire lswc qui va compter le nombre de lignes, le nombre de mots, le nombre de caractères, etc. Ça je l'avais déjà montré aussi. Donc en gros, pour faire un programme de chiffrement avec des algorithmes de chiffrement simples, voilà ce que j'ai fait. On va commencer ici parce que c'est là où tout se passe, enfin c'est la boucle. Donc là je récupère en entrée, je récupère les arguments du programme, donc juste P qui en gros est une chaîne de caractères qui va permettre de sélectionner l'algorithme de chiffrement. Et là cette variable process va contenir la fonction qui est contenue dans la table ciphers, donc qui est définie. Donc ça sélectionne l'algorithme de chiffrement en fonction de la chaîne de caractères. Et s'il trouve rien, il prend l'algorithme identity qui est ici. Enfin la fonction quoi. Ensuite, je lis donc sur cette entrée standard 4096 caractères, donc un bloc de bytes. C'est plutôt 4096 bytes d'ailleurs, parce que caractères ce serait plus en fonction de l'encoding, tout ça. Là, je convertis toute la chaîne de caractères en une succession de valeurs, qui est la valeur qui est en gros du système qui représente le caractère. Donc en C, c'est le char. Par exemple, l'équivalent. Vu que c'est un langage de haut niveau, il n'y a pas de char, donc on est obligé de faire ça. En tout cas, dans ce script-là. Ensuite, j'appelle la fonction process, qui est donc l'algorithme qui a été sélectionné. Je lui donne donc tous ces caractères dans la table, et je lui donne la longueur de la table, combien il y a de caractères, enfin combien il y a de bytes. Et ensuite, je reconvertis, donc là c'est un peu compliqué, je récupère je convertis donc tous les éléments de la table qui contient les bytes dans une chaîne de caractères, et j'écris la chaîne de caractères sur la sortie standard. Voilà ce que je fais dans cette boucle. Ensuite, les algorithmes. Donc on a identity qui ne fait rien, et d'ailleurs il y a un return, mais en fait il n'y a pas besoin de return. C'est une erreur. Ok. En fait j'avais déjà tout codé, j'ai codé tout ça en faisant une vidéo. Le problème c'est que elle faisait 1h10 et en plus à la fin je me suis rendu compte que j'avais fait des buffer overflow dans certains exemples, du coup je me suis dit ouais bon, tant pis hein. Mais très intéressant, donc là je vais juste expliquer rapidement ce que j'ai fait. Donc le ROD13, premier algorithme de chiffrement simple, le ROD13. Alors le ROD13, qu'est-ce que ça fait? C'est en gros le chiffre de César, qui consiste à décaler donc d'un certain nombre les caractères. Donc par exemple, A devient le caractère, si on fait du ROT, enfin ce serait pas du ROT du coup, si on fait le chiffre de César 1, A devient B, B devient C, C devient D, etc. Donc le ROD13 décale de 13 caractères. Et ce qui est intéressant avec le ROD13, c'est que du coup c'est une involution. Il est sa propre réciproque. Si on fait un ROD13 sur A, on obtient donc le milieu de l'alphabet, et si on refait un ROD13 sur la lettre qu'on obtient, on obtient A à nouveau. Voilà. Et donc du coup c'est implémenté comment? Bon bah ça ressemble à... ça se fait comme dans le C,
On vérifie ici que c'est une minuscule, que c'est compris entre le caractère A minuscule, donc c'est une constante ici, qui a été récupérée ici, et qu'il est compris donc entre le A minuscule et le Z minuscule, donc une minuscule. Et ensuite on fait des calculs, bon ça, tout ça c'est système dependent, mais la plupart des systèmes fonctionnent comme ça. Les caractères sont dans cet ordre-là, c'est de l'ASCII, ou de l'UTF-8, mais l'UTF-8 se base sur l'ASCII, etc. Enfin bref, c'est du détail. Ici donc on ajoute 13, alors déjà on retire donc le A minuscule, la valeur du A minuscule pour trouver le décalage entre 0 et 25. On ajoute 13 à cette valeur entre 0 et 25, et on fait le modulo 26, ce qui permet de faire... comment dire ça ? De faire un cercle, en fait. Faire un cycle, pour que justement... si Z, on met plus 13 à Z, ça devienne... ça wrap. Je sais pas comment dire en français. Ça... Je sais pas. Je sais pas comment dire en français. Bref, ça wrap. Ça revient au début. Voilà. C'est ça. Ensuite, on fait la même chose pour les majuscules. Et si c'est ni une minuscule ni une majuscule, on fait rien. Donc les caractères spéciaux, les points, etc., exclamation, vont pas changer. A priori. Ensuite, on a l'add-bash. Donc pour savoir, oui, donc le retrait, c'est le chiffre César. Le chiffre de César. Et du coup, c'est un truc qui doit avoir, je sais pas, quelques siècles. L'add-bash, quant à lui, c'est un truc qui date de, apparemment, 400 avant Jésus-Christ. Donc il a quelques milliers d'années. c'est un chiffrement qui a quelques milliers d'années, voilà. Donc c'est sympa de l'implémenter. Ça rappelle des souvenirs, quoi, qu'on n'a pas. Et du coup, comment fonctionne l'add-bash ? En fait, l'add-bash, c'est... On plie l'alphabet en deux, et on obtient une substitution. En fait, ouais. Ça fait ça. ABCD, ça donne Z, Y, X, W. Voilà, en fait. Le A devient Z, le B devient Y, le C devient X. Voilà, l'alphabet a été coupé en deux et replié sur lui-même. La première lettre donne la dernière. La deuxième lettre donne l'avant-dernière, et ainsi de suite. Voilà. Et comment ça s'implémente ? Bah, assez facilement. Encore une fois, on a besoin du décalage entre 0 et 25. On retire 25, on fait la valeur absolue, et on obtient donc le nouveau décalage, et on ajoute A pour obtenir le caractère. Voilà. Pareil pour les majuscules, on fait rien si c'est ni une minuscule, ni une majuscule. Voilà pour le ROT13 et l'add-bash. Alors l'add-bash est aussi une involution, il est sa propre réciproque. Si le A devient Z, le Z devient A, bref. Il suffit de l'appliquer 2 fois, on va pouvoir le vérifier de cette façon. Ok. Donc maintenant, testons. Donc je vais lancer le programme. Je vais lui dire fais l'identité, histoire de commencer et tester. Je vais lui mettre dans l'entrée standard un texte. Et puis ici, je vais mettre des caractères spéciaux, histoire de voir que ça fonctionne bien. Donc là, c'est l'identité. Si on met pas d'argument pareil, j'ai fait en sorte que ça prend l'identité. Si on fait du ROT13, voilà ce qu'on obtient. Donc les majuscules sont prises en compte, les minuscules sont prises en compte, les caractères spéciaux sont ignorés. Pareil pour l'add-bash. Si on fait de l'add-bash sur de l'add-bash, bah on obtient l'identité. Si on fait du ROT13 sur du ROT13, on obtient l'identité. Si on fait du ROT13 sur de l'add-bash, add-bash, non peut-être pas. Voilà ce qu'on obtient, donc c'est la combinaison des deux. Si on refait de l'add-bash par-dessus pour faire le processus inverse, et qu'on refait du ROT13, on obtient l'identité. Voilà. Maintenant la question. On a ces petits algorithmes, donc ces deux algorithmes de chiffrement assez simples, le ROT13 et l'add-bash. Et ici on a notre structure donc qui lit un bloc de 4096 caractères, puis écrit la transformation, enfin processe les caractères et écrit le résultat. On a envie de savoir à quel point c'est performant. Je vais faire un petit emux.
Ouais. Histoire de garder ça à côté. Voilà. Donc pour ça, je vais mesurer combien de temps le programme prend, mais avant ça, je vais générer un fichier. Donc je vais générer un fichier qui est déjà généré, mais je vais le régénérer. Avec une commande, donc c'est un programme qui permet de générer des données. Donc là, je dis qu'il va prendre des données aléatoires qui sont disponibles via dev urandom. C'est Unix-like. C'est Cygwin, donc bref. Je vais pas détailler ça. Mettre ça dans un fichier data. Et on va générer un fichier de 100 mégas environ. Voilà. On voit bien que data fait 98 mégas, enfin 100 mégas environ. Et on va en gros mettre ce fichier dans l'entrée standard avec cat. Le pipe vers le cipher, enfin vers le script du coup. Et lui appliquer l'identité pour voir. Ensuite on sort le résultat dans dev nul. Alors ça c'est pour skip le résultat et pas afficher 100 mégas dans... Très mauvaise idée ça, d'afficher 100 mégas dans le terminal. Voilà. Je vais virer ça vite fait, ok. Et on mesure. Alors ça oui, ça a fait quelque chose, mais j'ai pas mesuré. Command time. Donc là il met environ 0,8 secondes. Si je mesure juste 4, sans le pipe du coup, on est sur du 45 millisecondes environ, quoi. Enfin bref, les mesures c'est compliqué. Donc c'est des mesures approximatives. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mesurer les performances, c'est pas simple. Mais on a déjà un ordre de grandeur. Donc il prend déjà pas mal de temps à rien faire. Parce que là c'est l'identité, ça ne fait strictement rien. Si je veux ensuite faire du ROT 13, là il prend environ 2 secondes. Donc ça fait déjà 1 seconde, 2 de plus. Là-bas je pense que c'est sensiblement pareil. J'avais testé de toute façon, il me semble. Voilà, c'est sensiblement pareil. On va tester tout ça avec le ROT 13. On va se concentrer sur le ROT 13 puisque j'ai fait un programme justement en C++ pour comparer. Voilà, il prend 2 secondes. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si on teste avec la VM standard, enfin la VM par les auteurs du langage officiel, la VM officielle on va dire, donc PUCLUA, PUCLUA, on aura déjà un résultat très différent. Voilà, on est presque 4 fois plus lent. En gros, le Lua Just-in-Time a un interpréteur qui est entre 2 et 4 fois plus rapide que l'interpréteur de la VM de base. Et en plus de ça, il y a un compilateur Just-in-Time. Et d'ailleurs, ce qu'on peut déjà regarder, c'est est-ce qu'il y a des choses qui sont compilées. Donc là, il y a une façon de le faire. En tapant cette commande, en fait, je peux voir ce qui a été compilé ou ce qui n'a pas été compilé par le Just-in-Time compiler. Je vois qu'il y a des choses qui ont été compilées, d'autres non. Voilà, il y a des erreurs. Je peux désactiver le compilateur Just-in-Time et voir combien de temps il met. Par exemple. Et là, je vois qu'il est 2 fois plus rapide que la VM officielle, même sans Just-in-Time compiler. Et 2 fois plus lent avec le Just-in-Time compiler off. Donc en gros, il est 2 fois plus rapide avec le Just-in-Time compiler. Donc il y a quand même des choses qui sont compilées. Mais, pas tant que ça. Justement. Peut-on optimiser ce programme? C'est ça qu'on peut essayer de voir vite fait. Je l'ai déjà fait en fait. Il y a peut-être moyen de l'optimiser encore plus. Mais c'est histoire de montrer un peu ce que peut permettre de faire Lua Just-in-Time. Et ça peut permettre d'aller plus loin, quoi. Pour référence, on va prendre une référence. On va passer tout ça. Non, je vais un peu vite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en premier? Ouais, ok. J'ai fait un programme en C++ pour le ROT 13.
qui se trouve ici. Bon alors je vais pas m'étendre trop dessus, mais en gros ça lit, ça fait à peu près la même chose, à peu près de la même manière. Donc ça c'est le ROT 13. Je lis par bloc de 4096. Je traite cette information et je la réécris sur la sortie standard. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à lire. Terminé. Alors, si je compile ce programme sans optimisation, et que je mesure le temps qu'il met, quelle erreur! Mais quelle erreur! C'est bon, tout va bien. Voilà, ça c'est une erreur à pas faire. Afficher un fichier de 100 mégas dans la console. C'est pas une très bonne idée. Là on voit qu'il met 0,7 secondes environ. Ce qui est du coup 3 fois plus rapide que ce que met la version qu'on a écrite en Lua. Enfin, que j'ai écrite en Lua. Maintenant, bon, il y a des optimisations avec les compilateurs. Donc on va mettre toutes les optimisations, en tout cas O3, ce qui est en général ce qu'on utilise. Mais quelle erreur, mais 2 fois de suite. Très bien. Et là on voit qu'il est quasiment 2 fois plus rapide. Avec les optimisations. Ouais, il est sur du 0,3 secondes, donc 300 millisecondes environ. Si on reprend Lua Just in Time, avec la version du Cypher, avec ce script, on est sur du 7 fois plus lent, environ. Voilà. Peut-on optimiser le code Lua Just in Time? Alors déjà, 7 fois plus lent que le C, ça va, hein. C'est avec les optimisations et tout, c'est déjà pas mal. Sachant que, du coup, la VM du Lua, qui est considérée comme étant plutôt... enfin, la VM officielle, qui est considérée comme étant plutôt assez rapide, pour un langage interprété, est, du coup, 6 fois... enfin... 4 fois 7 fois plus lente. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Mais, peut-on aller plus loin? J'ai fait une version optimisée. Alors ce qui est intéressant avec cette version optimisée, c'est qu'il n'y a pas grand chose qui change, mais il y a quand même des choses qui changent. Par exemple là... Alors dans le calcul en lui-même, il n'y a pas grand chose qui change. Quasiment rien. D'ailleurs je pourrais utiliser diff pour faire ça, mais bref. Ici on voit par contre que j'ai utilisé un module, donc le module FFI dont j'avais parlé dans la vidéo d'introduction au Lua, qui me permet de définir, enfin qui permet d'accéder à des fonctions C, qui ont été linkées dans l'exécutable où s'exécute Lua Just in Time ou en utilisant une bibliothèque dynamique. Et du coup, je peux appeler une fonction C. Ça, c'est la fonction C read. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que ici, en fait, si je regarde ce que fait Lua Just in Time, le Just in Time compiler, avec la version non optimisée, si je regarde ce qu'il fait, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas compilées. Là, il me dit not yet implemented, NYE, fast func unpack. Donc il peut pas compiler ce morceau de code à cause de cette fonction. Donc unpack, mauvaise idée. Donc ce que j'ai fait, c'est déjà enlever unpack. Comment j'ai fait? Plutôt que d'utiliser un tableau, enfin une table en Lua, j'ai utilisé un tableau C directement depuis le Lua sur le tas. Donc voilà, pas sur la pile, sur le tas. Donc j'ai créé ce tableau. Ensuite, j'utilise la fonction read du C pour lire directement dans ce tableau. Et ensuite, j'ai process les données du tableau de char, ici. Ensuite, je convertis ce tableau de char
en une chaîne de caractères compréhensible par le Lua. C'est ce que fait FFI-String. Donc il y a plein d'outils comme ça qui sont présents dans Lua Just-in-Time. Et ensuite j'ai écrit ça sur la sortie standard. Alors il se trouve que EOFWrite est compilé par le Just-in-Time compiler, donc j'ai pas besoin de le remplacer par autre chose. J'aurais pu le remplacer par la fonction C-read, mais Lua Just-in-Time le fait peut-être même mieux, en fait. Peut-être qu'il peut inliner des choses. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas parce que c'est un langage interprété avec un Just-in-Time compiler qu'il est forcément plus lent. Il pourrait être plus rapide, parce qu'il a plus d'informations au runtime, ou parce qu'il va inliner des fonctions, ou ça dépend en fait des optimisations qui ont été créées dans le Just-in-Time compiler, ou dans le compilateur statique. Donc la différence entre Just-in-Time compiler, qui est une compilation en temps réel, pendant que le programme s'exécute, et un compilateur ahead of time, c'est compilé avant, ce qui est le cas du C et du C++ par exemple. Du coup, le compilateur ahead of time peut prendre son temps, du coup peut faire des optimisations beaucoup plus longues, peut compiler un programme pendant des minutes et des minutes. Apparemment, ça prend des heures pour certains projets. C'est insane. Ça surtout le C++, je pense. Alors que le compilateur Just-in-Time, bien sûr, doit compiler le plus vite possible, parce qu'il est en train de compiler pendant qu'il exécute le code. Donc ils ont chacun des contraintes. Le compilateur ahead of time n'a pas accès à toutes les informations, tandis que le compilateur Just-in-Time a accès à plus d'informations, il a accès aux informations du runtime. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est exécuté, comment, combien de fois, et il peut décider de compiler certaines choses ou non, et d'en compiler mieux certaines. Bref. Donc, Lua Just-in-Time peut être plus rapide, un compilateur Just-in-Time peut être plus rapide qu'un compilateur ahead of time, selon les cas de figure. Même si, bon, la plupart du temps, a priori, la compilation statique permet de prendre plus son temps pour faire des optimisations et apparemment d'avoir de meilleurs résultats dans beaucoup de cas. Enfin bref. Mais donc du coup, on utilise un type C directement dans le Lua, on utilise une fonction C, fonction read, plutôt que d'utiliser la fonction unpack ici. Ça évite d'utiliser la fonction unpack déjà, ça a permis d'éliminer une copie inutile aussi potentiellement, d'utiliser la fonction read directement qui lit directement dans le tableau. Et il y avait un autre truc aussi qui était pas compilé potentiellement, c'était EORead je pense. Mais bon, il était déjà bloqué par unpack quoi. Ok. Donc maintenant la question c'est à quel point donc cette optimisation, en utilisant le FFI et en utilisant une structure du C du coup, le type, en utilisant en tout cas un accès plus bas level à la mémoire, et des appels de fonctions de ce type, est-ce que là le compilateur Just-in-Time va pouvoir compiler plus de choses? Là, normalement oui, parce que j'ai fait, justement si j'ai fait ces modifications, c'est pour que ça le fasse. Donc si j'utilise, peut-être enlever ça pour l'instant, cette nouvelle version, donc là si j'utilise l'ancienne version, que se passe-t-il? Ah oui, il n'y a pas d'entrée. C'est vrai. Si j'utilise l'ancienne version, j'ai plein de messages qui s'affichent. Si j'utilise la nouvelle version, j'en ai que quelques-uns et il n'y a aucune erreur. En gros, la plupart du code a été compilé. La boucle a été compilée entièrement. Tout ça a probablement été converti en langage machine. Et si on veut vraiment le voir, on peut. Comment je pourrais montrer ça facilement? Est-ce qu'il n'y a pas un fichier suffisamment grand pour que ça aide ouais, peut-être faire ça. Voilà. Là, je vois du code machine qui a été généré. Bon, je pourrais pas l'expliquer parce que j'ai pas assez de compétences pour expliquer tout ce qui se passe. Là, on a du bytecode, de la représentation intermédiaire, etc. Enfin bref. Et ici, on a du code machine qui est généré, donc du coup... et donc, on a une compilation en temps réel du code. C'est marrant, ça. Bref. Maintenant, la question, c'est à quel point est-ce rapide?
On va essayer ça tout de suite. On va tester le cipher, donc non optimisé, pour commencer. D'ailleurs, tiens, on va tester avec l'identité et le ROT13, on va voir. Donc ça, c'est l'identité. Voilà, bon. Voilà, il y a une différence déjà qui est énorme. L'identité, vu que ça fait rien, bah, on voit tout de suite qu'on a une baisse de calcul énorme. On est passé de 0,8 secondes à 0,031, quoi. Ensuite, pour le ROT13, là où il y a beaucoup de calcul, quoi. Enfin, beaucoup. Il y a du calcul, quoi. Voilà ce qu'on obtient. Et la version optimisée, voilà ce qu'on obtient. On est passé à, en gros, 3 fois plus rapide. Parce que là, on a pu compiler la plupart du code. Mais la version C optimisée... Oh non. Mais la version C optimisée... Oh, c'est chiant d'écrire aussi. Mais 2 fois moins de temps. Bref. Du coup, on a réussi à écrire du code en Lua, avec un petit peu de C, un peu d'interfaçage avec du C. On a réussi à obtenir, du coup, une rapidité qui est environ 2 fois plus lente que le code C++ avec les optimisations. Encore une fois, le compilateur just-in-time peut pas non plus prendre tout son temps pour optimiser, donc c'est plutôt logique. Mais il peut y avoir des cas où Lua just-in-time, ou n'importe quel compilateur just-in-time, s'il a plein d'optimisations, peut être en mesure d'obtenir de meilleurs résultats qu'un programme qui est compilé ahead of time. Donc avec un compilateur C++, G++ ou n'importe quel autre, parce qu'il ne sera pas en mesure de faire des optimisations qui peuvent être faites au runtime avec plus d'informations. Voilà. Donc c'est pas mal. 2 fois plus lent. On est quand même capable de chiffrer du coup un fichier en ROT13 avec une vitesse plutôt bonne, de 100 mégas en un tiers de seconde. Avec la version compilée, et puis un sixième de seconde... ou en 0,7 secondes environ. Évidemment, tout ça est relatif à cette machine. Ça dépend de l'architecture. Les optimisations dépendent de l'architecture aussi. Enfin, tout dépend du système d'exploitation, de l'architecture, du matériel, du processeur, de la mémoire vive, etc. Tout ça a de l'importance pour les performances. Et donc, c'est bien plus difficile que ça de mesurer précisément comment optimiser quelque chose, etc. Mais grossièrement, voilà, on a une vitesse qui est 2 fois plus grande que du C++ sur du ROT13, sachant que je peux potentiellement trouver un code encore plus optimisé. Voilà. Mais on a éliminé déjà pas mal d'overhead, pas mal de façons de faire qui étaient plutôt lentes. Voilà. Du coup. Oula! Mais que se passe-t-il? Mais... Ah, que se passe-t-il? Mais qu'est-ce... Waouh! Trop bien. Comment j'ai fait ça? Attends. Waouh. Incroyable. Je crois que je vais devoir fermer ce terminal. Je reset ça vite fait. C'était ça le problème. Ah, c'est très chiant. Ok.
Ah, du coup, je sais pas ce qui a été vu et ce qui n'a pas été vu sur le retour, vu que... Ouais, ça a dû bugger quand j'ai fait ce problème, quoi. Quand j'ai provoqué ce... Ouais. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis à ce niveau-là. Ok, bref. Et donc, du coup, certains programmes peuvent être particulièrement bien optimisés si on comprend bien comment fonctionne le compilateur just-in-time, si on l'utilise correctement, et donc avoir au runtime quelque chose de propre, quoi. Et potentiellement plus rapide. Et moins difficile à gérer. Plutôt que transporter un compilateur C++, on peut transporter un tout petit, une toute petite VM capable de compiler du code comme ça. C'est assez impressionnant. Bref, pour finir, on va utiliser... On va encrypter ce que j'ai déjà fait, en fait. Ah. Exact. On va encrypter le programme optimisé. Le faire passer par lui-même en ROT 13. Ça, c'est le programme en ROT 13. On va le faire passer ensuite par de la bash. Juste l'appeler comme ça. Et voilà, on a la version... Ah. Je veux la coloration syntaxique. Voilà, et donc là on a quelque chose de très bizarre. Ça n'a plus aucun sens. Mais bref. Si je remonte le code C++. Bref, voilà ce qu'on peut faire en Lua avec Lua Just-in-Time. Il y a moyen d'optimiser, il y a moyen de vraiment pousser les performances à presque ou meilleures que les performances qu'on peut attendre d'un programme qui est compilé en C, C++ ou autre langage compilé, avec des optimisations assez importantes. Sachant qu'en plus, oui, les compilateurs C++, etc. sont... Enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus pour faire beaucoup d'optimisations, et puis vu que c'est pas just in time, ils peuvent se permettre de faire plein d'optimisations et de prendre le temps de les faire. Donc évidemment, c'est comment dire... beaucoup plus important en termes d'optimisation, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent pour avoir plus d'optimisation, etc., etc. À l'inverse de Lua Just-in-Time, qui du coup travaille surtout d'une personne. Et du coup, voilà, c'est assez intéressant. Bon, évidemment, pour un exemple comme le ROT 13, je pense qu'il est bien plus intéressant de l'écrire en C++, ou en C, en fait, même, tout court. Parce que... ou même en assembleur, en fait. Parce que c'est le genre de trucs qui sont tellement simples que ça a du sens de l'écrire avec un langage bas niveau, quoi. Avec un langage haut niveau, on a déjà beaucoup plus de choses à écrire, beaucoup plus de choses à prendre en compte, des types, etc. Alors que là, on n'a pas beaucoup de choses qui varient, etc. On peut tout écrire simplement avec un langage bas niveau. Ce qui n'est pas le cas de plein de choses. Il y a plein de choses qui sont beaucoup plus difficiles à faire avec un langage bas niveau qu'avec un langage plus haut niveau. Notamment la gestion de la mémoire, etc. Là, il y a quasiment... Enfin, il y a aucune gestion de la mémoire. On lit des blocs, on chiffre ces blocs, on écrit ces blocs. Il y a très peu de gestion. Voilà. Voilà, c'était un exemple de Lua Just-in-Time et de ce qu'on peut faire en Lua pour faire des choses intéressantes qu'on peut tenter de développer, d'essayer d'optimiser sans avoir d'interface graphique, juste pour essayer de coder quelque chose, et on peut atteindre de très bonnes performances avec un langage comme le Lua pour faire des programmes... Voilà, bref. La prochaine fois,
Si je refais... Je vais probablement refaire d'autres vidéos, mais avec mon rythme, ça peut être dans une semaine ou dans un an. J'essaierai de commencer à toucher à des moteurs de jeu, enfin un moteur de jeu spécifiquement, Love 2D, et de commencer à essayer de faire des petits jeux en Lua, et de potentiellement... ou alors d'utiliser directement le FFI, on verra, pour faire des petits jeux, et voir comment on peut développer en Lua. Bref, à bientôt.